françaisdanslemonde.fr. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur françaisdanslemonde.fr. françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Laurence Fabre-Welmond. Nous partons à Marseille. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Alors oui, on part à Marseille, mais sur le chemin, il y a eu des kilomètres puisque mon invité a pu exercer et a découvert l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Asie. Laurence Fabre-Welmond, à l'anglaise, à l'américaine, puisque ton mari est américain. Bonjour Laurence. Bonjour Gauthier. Très content de faire ta connaissance. Tu es une nouvelle venue dans le réseau de professionnels de l'expatriation, Expat Pro, et c'est pour ça qu'on se découvre aujourd'hui. On va d'abord parler un peu de ton parcours. Tu as vécu 30 ans à l'étranger, à Washington, en Californie, en Caroline du Nord, au Vietnam, en Côte d'Ivoire, au Bénin. T'as pas mal voyagé et t'as beaucoup suivi monsieur. Oui, exactement. Mais j'ai eu la chance, chaque fois, de pouvoir retomber un peu sur mes pieds et de pouvoir travailler, de pouvoir exercer dans chaque endroit où nous avons vécu. Oui. Alors, une psychologue pense que la chance existe ou tu as provoqué la chance ? Je pense que j'ai aussi pas mal provoqué la chance. Parce que j'avais mon mentor qui me disait toujours la chance, ça n'existe pas. Je sais pas s'il avait raison. Tu es originaire de Grenoble. En effet, tu montes à Paris faire tes études de psychologie, psychologue clinicienne. Et puis tu arrives aux États-Unis parce que tu suis ton conjoint. Arrivé là-bas, on te dit c'est bien, mais ces diplômes, on peut rien en faire. J'étais un peu surpris quand on a préparé cette interview en me disant est-ce que la psychologie est différente aux États-Unis qu'en France. Et tu me dis, il y a quand même une petite approche qui est différente lorsqu'elle est anglo-saxonne. Oui, absolument. Alors, on est des êtres humains, mais il y a une culture différente. Et puis, il y a des approches par rapport à la thérapie qui sont aussi assez différentes. Aux États-Unis et aussi dans le monde anglo-saxon, je dirais que c'est des approches un peu plus pragmatiques. Là, j'ai été formée juste à la thérapie cognitive comportementale, qui est, comme le dit son nom, basé sur donc cette approche pragmatique et une autre approche qui est maintenant la 3e génération des thérapies, qui est l'ACT. Alors l'ACT qu'on a traduit en français par thérapie de l'acceptation et de l'engagement, ça fait sérieux, hein. Mais c'est sérieux. Donc voilà. En l'occurrence, côté diplôme, on peut le dire pour les auditeurs qui vont peut-être vivre la même chose, on peut arriver avec son diplôme et devoir recommencer ses études. Tu as dû retourner sur les bancs de l'école. Exactement. Alors, donc j'avais ce qui est l'équivalent d'un DESS à l'époque, qui est maintenant un Master 2. Et mon Master 2, il était reconnu comme une licence. Donc, j'ai dû recommencer mon Master. En fait, là, à ce moment-là, j'ai décidé de faire un double Master en quelque chose qui n'existe pas en France. Ça s'appelle Clinical Social Work. Et j'ai fait aussi un Master en santé publique. Ce qui est différent aussi dans le cursus américain, c'est que quand on sort de l'équivalent du Master 2, on peut pas commencer à exercer. Par exemple, on ne peut pas ouvrir un cabinet lorsqu'on sort de son Master 2. Il faut encore, pendant 2 années, être donc suivi par quelqu'un qui a déjà une autorisation pour travailler ce qu'on appelle une licence. Et là, à partir de là, donc c'est-à-dire 2 ans post-licence, à ce moment-là, on peut commencer à exercer en libéral. Et tout ça en sortant un peu le carnet de chèques ?
Oui, pas mal. Oui. On doutait. Quand on est aux États-Unis, on sort souvent le carnet de chèques finalement. Voilà. Tu t'es retrouvé dans la situation de la conjointe suiveuse. Comme je t'expliquais hors antenne avant de commencer cette interview, on préfère dire conjoint accompagnateur. Il est terrible ce mot suiveur. Hein. Il est terrible, mais il y a vraiment un stigma associé avec ce terme. Mais il y a une certaine réalité, parce que ce que je trouve, c'est que c'est difficile l'expatriation dans le couple, parce que très souvent, il y en a un qui pas les mêmes opportunités que l'autre. Il y en a un qui part, il a un job, donc sa vie est vite remise sur les rails, alors que l'autre, il laisse sa famille, il laisse parfois son métier en France, et il doit un peu se réinventer. En plus, tu m'expliquais qu'on a un peu deux groupes de types de personnes, ceux qui ont plutôt un terrain anxieux, et du coup ça amplifie, l'expatriation amplifie cette anxiété? Oui, absolument, parce qu'on se retrouve un endroit sans ses repères habituels. Quand il y a la barrière de la langue aussi, qui fait que ça rend les choses assez difficiles, et la culture complètement différente. Je sais que moi, je me rappelle quand je suis arrivée au Vietnam, c'est cette découverte d'une culture, complètement différente, avec une langue que j'ai essayé d'apprendre, mais personne ne me comprenait après 6 mois de classe, parce que il y a tous ces différents tons et que moi je les entendais pas. Enfin bref. Est-ce que toi ou des patients à toi ont déjà vécu la sensation de se dire je n'y arriverai pas? Oui, moi personnellement je ne l'ai pas vécu. Parce que je pense que je suis résiliente, et puis je l'ai toujours vu comme une aventure. Mais d'autres personnes, oui, ça peut être très difficile, et pour eux-mêmes, pour leurs conjoints aussi, pour leur couple et pour la famille aussi, tout entière. J'ai eu par exemple des personnes qui m'ont raconté qu'en faisant leurs courses, se retrouvant au Japon par exemple, dans un rayon où elles ne comprenaient rien, elles se mettaient à pleurer en se disant c'est fini, pour un petit détail de faire des courses qui semble pas être extrêmement stratégique dans sa vie, elle jetait l'éponge, quoi. Et oui, absolument. Et tout est compliqué. Je me rappelle, lorsque j'étais au Vietnam, l'internet tombait en panne, je pouvais pas téléphoner pour remettre l'internet, et donc il fallait que je demande à ma femme de ménage, est-ce que vous pouvez appeler, il fallait que j'attende qu'elle soit là, tout est extrêmement compliqué, quand on a cette barrière de la langue et barrière de la culture, oui. Et si on sent que ça devient incommensurable, c'est peut-être le moment d'appeler un spécialiste, non? Moi, je dirais qu'il faudrait appeler un spécialiste avant qu'on sente que ce soit incommensurable. Quand on commence à se sentir vraiment, commence à se sentir pas bien, on peut même en parler aussi de manière en prévention aussi. Donc avant de partir. Même si tout va bien, on peut t'appeler, quoi. Oui, c'est ça, même en prévention, c'est ça, tout à fait. Oui. Bon, sinon, évidemment, si on se met à plus dormir, si on mange mal, si son cerveau est perturbé en continu, il ne faut pas rester dans cet état-là. Voilà, exactement. Si on est triste, si on pleure souvent, si on n'a pas envie de se lever le matin, ça, c'est des signes, en effet, qu'on a besoin de soutien, et plus que de soutien amical, on a besoin d'un soutien. Alors, dans les différents profils, on parlait de l'anxieux. Alors, l'anxieux, ça va sans doute accentuer encore, mais il y a aussi ceux qui n'ont pas de terrain anxieux, qui sont plutôt adaptables aux différentes situations, et pour autant, ils peuvent vivre une dépression situationnelle, tu m'as dit. Oui. Alors, la dépression et l'anxiété, c'est différent.
mais en effet, on peut réagir par rapport à l'expatriation ou autre, en ayant des traits dépressifs. Hein. Ça veut pas dire que c'est une dépression à long terme, hein, mais dans ces cas-là, il faut vraiment consulter et parler avec un spécialiste. Hein. Donc toi, tu es vraiment spécialisée dans les thérapies auprès des familles expatriées, les couples. Tu fais un peu moins les enfants. Alors le travail en visio, t'aimes moins travailler avec des enfants. Tu trouves que c'est pas suffisamment efficace? Oui, c'est-à-dire que moi, avec les enfants, j'ai utilisé une approche qui s'appelle la thérapie par le jeu, et on n'arrive pas à jouer avec des enfants, en ligne. Lorsqu'il s'agit d'une difficulté très ponctuelle, à ce moment-là, oui, on peut penser à travailler en ligne. Laurence, est-ce qu'il peut y avoir une situation de mal du pays qui ne se guérit pas et qu'on soit obligé de rentrer? T'as connu? Oui, absolument. Alors, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un peu une différence entre la nostalgie, hein. Je pense que quand on est quand on vit à l'étranger, on peut être nostalgique et que c'est une réaction tout à fait compréhensible. Ça peut devenir, ce qui devient vraiment une situation douloureuse, c'est lorsqu'on n'arrive absolument pas à s'adapter au pays où l'on habite. Et lorsque, comme je te disais, on n'arrive pas, par exemple, pas à se lever le matin, on n'a plus envie de rien. On se sent en prison un peu, en prison dans le pays d'expatriation. Voilà, exactement. En fait, si je comprends bien, il y a une différence entre je voudrais bien une bonne baguette avec un morceau de camembert et je ne mange plus rien parce que je n'ai pas ça. Oui, exactement. Ou ne plus. Moi, ce que j'ai vu, c'est des gens aussi des personnes qui arrivaient à un niveau où ils se portaient plus rien, où ils ne supportaient plus rien dans leur pays d'accueil. Hein. Et ça, c'est très difficile parce qu'on est très mal. Hein. Laurence, ma dernière question, là, des auditeurs qui sont un peu partout dans le monde, on en a 100 000 qui écoutent un peu partout sur la planète. J'imagine qu'il y en a un en particulier qui se disent « Oula, j'ai l'impression qu'on a un peu parlé de moi là. Comment on fait pour entrer en contact avec toi? Comment ça démarre l'aventure avec toi ?» Alors, ce qu'on peut faire, ce que cette personne peut faire, c'est prendre contact avec moi. J'ai un site web, c'est laurencefabreonemonde.com. On peut aussi prendre contact avec moi par le site de Expat Pro, parce que donc je suis enregistrée. Alors, moi, ce que j'aime bien faire au départ, c'est parler avec la personne pendant 10-15 minutes pour me présenter, pour que la personne, et puis que la personne se sente à l'aise, voici, se sent à moi. Et après, on décide d'un rendez-vous. Très bien. Merci beaucoup Laurence pour cette explication. J'espère que tu es contente d'avoir retrouvé ta France natale et Marseille, puisque tu m'as dit que tu avais quand même, au bout de 30-35 ans d'expatriation, très envie de revenir. Oui, exactement. Oui, je suis très bien là où je suis. Eh bien, bonjour à la canebière. Hein. Merci beaucoup Gauthier. Okay. Français dans le monde.